2009, a lab in Arizona chef de Forsyther from this book and dropped them into a carbon 14 test. The parchment came back from the early 1400, meaning someone was tracing in this scene before Joan of Arc was even born. 600 years later, no emperor, no spy, no supercomputer chase read a single line. And the strangest clue that it actually means something? I'm saving that for the end. Ce livre existe. Vous pouvez le voir aujourd'hui, à l'université Yale, catalogué sous le nom de Bennett MS 408. 240 pages de parchemin, couvertes d'une écriture que personne, absolument personne, n'a jamais réussi à lire. Pas un mot. Pas une phrase. 38 000 mots tracés dans un alphabet qui n'appartient à aucune langue connue sur cette planète. On l'appelle le manuscrit de Voynich. Et le plus troublant, ce ne sont pas les lettres, ce sont les images. Des plantes qui ne ressemblent à aucune espèce botanique répertoriée. Des femmes nues baignant dans des bassins reliés par d'étranges tuyaux verts. Des diagrammes astronomiques, des soleils à visage humain, des constellations qui ne correspondent à aucun ciel que nous connaissons. Feuilletez-le, et vous tenez l'encyclopédie d'un monde qui n'a jamais existé. Un herbier de fleurs impossibles. Un traité de médecine dans une langue morte-née. Une carte du cosmos dessinée par quelqu'un qui regardait un autre ciel. Tout semble ordonné, méthodique, sérieux. Sauf qu'on ne comprend pas un seul signe. Alors la question tombe, brutale, est-ce un code? Une langue oubliée? Le délire d'un fou? Ou le canular le plus patient de l'histoire? Depuis un siècle, les théories s'empilent et chacune finit par s'effondrer. Mais attendez, parce que la partie la plus déroutante, ce n'est pas ce que le livre montre, c'est d'où il vient, et par quelle main il est passé. Remontons le fil. En 1912, un marchand de livres rares, Wilfrid Voynich, fouille les réserves d'un collège jésuite près de Rome. Au milieu de vieux volumes poussiéreux, il tombe sur ce manuscrit. Il l'achète, persuadé de tenir un trésor. Il passera le reste de sa vie à tenter de le déchiffrer. Il mourra en 1930 sans y être parvenu. Mais le livre était déjà vieux. Très vieux. En 2009, une équipe de l'université de l'Arizona prélève 4 échantillons du parchemin et les passe au carbone 14. Le verdict, les peaux de veau ont été préparées entre 1404 et 1438. Le début du XVe siècle. À l'époque où Jeanne d'Arc allait naître, quelqu'un traçait déjà ces signes indéchiffrables. Et la piste remonte encore. Au XVIIe siècle, le livre appartient à un alchimiste de Prague, Georg Barech. En 1639, désespéré, il écrit à Athanasius Kircher, le plus grand savant jésuite de son temps, et le supplie de l'aider à lire ses pages. Kircher, l'homme qui prétendait avoir décodé les hiéroglyphes égyptiens, n'y parviendra jamais non plus. Une rumeur tenace veut que l'empereur Rodolphe II de Bohême ait acheté le manuscrit pour 600 ducats, une fortune, de quoi s'offrir une maison. Sous une lampe à ultraviolet, on a même retrouvé une signature effacée sur la première page, celle de Jacobus de Tepenex, son médecin personnel. Des empereurs, des alchimistes, des jésuites. Tous fascinés. Tous vaincus. Arrive le XXe siècle, et avec lui les cerveaux les plus redoutables jamais lancés sur un code. William Friedman, le cryptographe qui a brisé les machines japonaises pendant la guerre du Pacifique, s'attaque au manuscrit. Il y consacre des années, monte une équipe secrète d'analystes. Résultat? Rien. Il finira par admettre son échec devant l'un des plus grands mystères de sa carrière. Sa femme, Elizabeth Friedman, elle-même briseuse de codes de légende, résume tout d'une phrase glaçante, toute tentative purement statistique, selon elle, vouée à une frustration totale. John Tiltman, officier britannique du renseignement, y passe lui aussi des décennies. Il écarte les hypothèses inane. Et repart les mains vides, comme tous les autres. Puis viennent les ordinateurs. On nourrit les machines avec les 38 000 mots du texte. Analyse de fréquences, recherche de motifs, de répétitions, de la moindre faille. Chaque année, un chercheur annonce triomphalement avoir percé le secret. Chaque année, la communauté scientifique démonte la démonstration en quelques semaines. Et le livre, lui, ne dit toujours rien. En 2019, un universitaire britannique affirme que le texte est écrit en proto-roman, une langue perdue, et qu'il a tout compris en 2 semaines. Les médias s'emballent. Puis les experts se penchent dessus. Verdict, la démonstration ne tient pas. L'université qui avait relayé la nouvelle retire son communiqué. Encore une victoire du manuscrit. Et voilà où ça devient vraiment vertigineux. Parce qu'à ce stade, une théorie devient tentante, et si tout ça n'était qu'une supercherie?
Une suite de gribouillis sans le moindre sens, fabriqués pour tromper un empereur crédule et lui soutirer 600 ducats. En 2003, un chercheur, Gordon Rigg, montre qu'on aurait pu produire un faux crédible avec une simple grille de carton du XVIe siècle. Le scénario est séduisant, un escroc génial, du papier authentique, un acheteur richissime, et des siècles de savants cherchant un sens là où il n'y en aurait aucun. Sauf qu'il y a un problème. Un énorme problème. Quand on analyse le texte de près, il se comporte exactement comme une vraie langue. Trop bien. Beaucoup trop bien pour du charabia inventé au hasard. Le manuscrit contient environ 9000 mots uniques, répétés selon des régularités précises. Certains reviennent sans cesse, d'autres presque jamais exactement dans les proportions qu'on observe en français, en latin ou en chinois. Les mots ont une structure, un début, un milieu, une fin, comme des préfixes et des suffixes. Un faussaire du XVIe siècle n'avait aucun moyen de connaître ces lois. Elles n'ont été découvertes qu'au XXe. Vous saisissez le vertige? Si c'est un canular qui imite parfaitement une langue humaine que son auteur ne pouvait pas comprendre. Et si ce n'est pas un canular, alors quelqu'un, il y a 600 ans, a écrit un livre entier dans une langue totalement disparue, sans laisser la moindre clé, le moindre dictionnaire, le moindre indice. Les scanners multispectraux les plus modernes ont fouillé chaque page, révélé des inscriptions effacées, des couches d'encre invisibles à l'œil nu. On a identifié plusieurs écritures différentes, plusieurs mains ont donc collaboré à ce texte. Ce n'est pas le griffonnage d'un solitaire. C'est un projet organisé, patient, méthodique. Ce qui rend son silence encore plus assourdissant. En 2025, une nouvelle étude publiée dans une revue de cryptographie relance le débat avec une piste baptisée le chiffre de Leb, une méthode qui transforme du latin en un texte ressemblant à s'y méprendre au manuscrit. La preuve que c'est possible, disent les auteurs. Mais pas une traduction. Personne, aujourd'hui encore, ne peut vous lire une seule phrase de ce livre à voix haute. Alors on tourne les pages, encore et encore. Les femmes continuent de se baigner dans leur bassin vert. Les plantes impossibles continuent de fleurir. Les étoiles à visage humain continuent de fixer un ciel que personne ne reconnaît. 600 ans, des empereurs, des espions, des supercalculateurs. Et le livre, imperturbable, garde tout pour lui. Vous vous souvenez du détail que je vous avais promis? Le voici. Ce n'est pas un dessin, ce n'est pas une signature. C'est ceci, le texte obéit aux lois mathématiques des vraies langues, celles qu'aucun faussaire médiéval ne pouvait connaître. Voilà pourquoi les experts refusent de croire au simple charabia. Quelque chose est écrit là. Un vrai message. Et il attend toujours son lecteur. Voilà, on s'arrête là. Like, enregistrer, s'abonner, la prochaine fois on creuse encore plus profond.